Ce que Madame vient de dire, c'est que nous n'avons rien appris et que nous sommes encore dans la même situation, incapables de loger les gens. Et voilà, si vous voulez savoir ce qu'on doit tirer, quelles leçons on doit tirer du Second Empire, ce qu'il faut mieux faire. Et les grands problèmes de notre société, c'est le logement, la nourriture, puisque nous ne savons pas comment bien manger, et aussi comment s'habiller, les trois essentiels de la vie, et nous n'avons pas encore trouvé la solution. Alors je demande à la salle qui a trouvé la solution. Il y a quelqu'un qui veut parler? Non, en attendant que vous aurez envie de dire quelque chose. Il y a quelqu'un là? Brièvement. Je n'ai pas du tout la solution, mais j'ai plutôt une question pour cette dernière intervention. Est-ce que ces modalités d'intervention de l'État, les 10 millions, est-ce que c'est tout à fait innovant? Est-ce que c'est une façon de faire qui n'existait pas auparavant ou pas? Alors, je suis pas vraiment capable de vous répondre parce que je pense que le logement aidé ou le logement subventionné de cette manière n'a pas véritablement été abordé, même en tant qu'objet pour les historiens. Alors, peut-être parce qu'il n'y a simplement pas de source, hein, mais cette façon de subventionner à hauteur à peu près de 30% les logements, ça n'a pas été... C'est sans doute une nouveauté et qui est liée quand même à cette capacité qu'a eu l'Empire de profiter de ces 10 millions qui ont été récupérés sur les biens d'Orléans, les biens des Orléans. Donc c'est pour ça que c'est c'est un cas un peu compliqué parce que vous avez remarqué que j'ai insisté sur le fait que on a tout de suite retiré des sommes pour les 2 asiles de Vincennes et du Vésinet et qu'en réalité, après, on n'a pas vraiment su comment utiliser l'argent en question. Donc il y a aussi toute cette, disons, ces hésitations qui me pousseraient à considérer que oui, c'est un phénomène tout à fait neuf, mais qui, effectivement, à mon sens, mériterait d'être beaucoup plus largement étudié. Oui, ce que je vais suggérer, c'est que quand on a ces discussions, c'est très facile d'entrer dans les détails et discuter en tant que spécialiste d'une époque, tandis que le grand public est là pour réfléchir sur ce qu'on a fait dans des temps passés et repenser leurs habitudes, c'est-à-dire ce qu'ils croient actuellement. Nous avons hérité, et ces 2 lectures qu'on vient d'entendre montrent comment rendre nos habitations belles. Et ce que vous avez exposé est très original, mais on voit aussi comment on peut mettre tellement de couleurs qu'ensuite il y a réaction. On ne veut plus de couleurs et tout est devenu gris. Le bal masqué, c'est un désir d'être pas soi-même, mais quelqu'un d'autre. Mais nous sommes tous, vous êtes là, masqués, parce que vous ne permettez pas aux gens de savoir qui vous êtes vraiment. Et vous vous cachez derrière la politesse ou d'autres choses. Et il me semble qu'une des grandes aventures de notre époque, c'est de se démasquer. C'est-à-dire, on veut savoir ce qui se passe dans la tête des autres. Ça, c'est le mystère de nos jours qu'on cache derrière notre prétention,
d'être membre d'une classe ou d'une société ou de statut. Mais nous avons cet obstacle qui est la vie privée. Et vous ne voulez pas aujourd'hui dévoiler cette voile que vous portez tous, n'importe quelle religion auquel vous appartenez, vous portez une voile, parce que ça c'est votre vie privée. Mais c'est dans la vie privée que vous trouvez vos satisfactions les plus intimes et profondes. Et on néglige, en général, l'étude de la vie privée parce que on préfère parler des classes, des catégories, des grandes œuvres. Ce que vous pensez intimement est ce qui importe le plus. Et donc, il me semble que l'histoire doit aujourd'hui contribuer à libérer la pensée individuelle et vous permettre d'être des hommes et des femmes libres. Et puisque nous n'avons pas parlé beaucoup. Moi, Oui. bonjour, j'ai une question. Alors, je ne suis pas historienne, pardonnez-moi si ma question est naïve. Mais alors, la question s'adresse à madame dont j'ai oublié le nom, qui a fait l'exposé sur l'architecture. Et j'aimerais savoir dans quelle mesure la pensée d'Haussmann a survécu au fin 19e siècle, 20e siècle et 21e siècle. Madame, vous voulez alors- répondre? Alors, si elle a survécu, si la philosophie C'est d'Haussmann... moi, Oui, c'est à moi vous. l'envoyé. Ah bon, d'accord. Oui, c'est à vous. Non, parce que j'ai pas tellement parlé. Enfin, j'ai peu. Je vous ai montré. Oui, mais vous avez quand même je- parlé de la philosophie d'Haussmann. Parce et- qu'on aurait pu lier. Voilà, parce Viollet-le-Duc, que mais bon. je trouve que c'est un sujet très intéressant. Oui, c'est tout à fait intéressant, mais je ne pense que c'est pas tout à fait le débat maintenant, puisque on pourrait en parler beaucoup plus longuement. Je crois qu'il faut, à mon sens, retenir de l'haussmannisation une certaine vision assez classique de ce qu'est la rénovation urbaine et la transformation de Paris. Et Haussmann, en soi, n'est pas un innovateur sur le plan de l'organisation d'une ville, hein. Donc, il a repris des thématiques qui sont assez classiques, avec des étoiles, avec des rues qui se croisent, Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que, contrairement à ce qu'on pense très souvent d'Haussmann, il est très peu intervenu sur le centre de Paris. Et donc, il a ouvert des rues nouvelles, et en particulier vers l'ouest, vers le nord-ouest. J'indiquerai également qu'il a tenté de le faire vers l'est. Et c'est un petit peu pour revenir au propos de ma communication, ce qu'il a tenté vers l'est et qui a été un échec, ça a été d'essayer de faire venir des financiers et des promoteurs dans l'est parisien, justement pour permettre cette espèce de lissage du niveau des loyers sur l'ensemble de l'agglomération. Donc il y a malgré tout une vraie pensée, je pense, qui mérite d'être peut-être plus approfondie sur cette réorganisation du marché immobilier qui se fait aussi à l'aune des démarches haussmanniennes. Voilà, je n'irai pas plus loin parce que je pense que ce n'est pas tout à fait l'ensemble du propos Le aujourd'hui. marché immobilier est signe d'esclavage, n'est-ce pas? Parce que pendant 25 ans, on est prisonnier de l'hypothèque. Et voilà une question sur la liberté que je vous pose aussi. Il y a d'autres questions? Bonjour. En fait, j'ai une question pour madame, madame ou mademoiselle Legroy. En fait, j'aimerais savoir, ça c'est en fait, vous avez montré des images d'Épinal et aussi un peu des gravures de photos. En fait, ce que je voudrais savoir, c'est que est-ce que vous connaissez
un peu de, comment dire, moyens de diffusion de tel ou tel événement de bal masqué, ou par exemple c'est par les médias ou c'est par les de presse ou la ou plutôt un peu bouche à l'oreille pour les cercles restants. Ça c'est est-ce que j'aimerais savoir comment dire, le moyen de diffusion de tel ou tel événement de bal masqué à l'époque. En fait, les moyens, la presse est une source extrêmement importante puisque durant toute la période de carnaval, il y a des comptes rendus, parfois quotidiens, de ces bals masqués, que ce soit le bal de l'opéra, les bals publics, mais aussi les bals officiels que j'évoquais, organisés par Napoléon III, et alors qui sont à la fois une source précieuse et en même temps une source un peu, un peu difficile pour l'historien parce que c'est l'ordre de l'anecdote mondaine. On est beaucoup dans le descriptif, des liens entre les personnes, des rivalités, etc. Mais en revanche, elles décrivent également les costumes. Ils décrivent également les costumes de façon... Donc ça, c'est une source utile. Ça, c'est le premier volet, c'est-à-dire ces comptes rendus sur les fêtes qui ont eu lieu. Et le deuxième type de sources qui en rendent compte, après on a plein d'autres sources, mais qui rendent compte de ces bals, ce sont évidemment, c'est l'iconographie qui est absolument surabondante, et du coup c'est intriguant que les historiens s'en soient pas tous emparés, que ce soit les caricatures, qui, elles, dénoncent... Alors, qui sont plus importantes pour la monarchie de Juillet. Le fond de caricature est quand même plus important, c'est pas étonnant, pour la monarchie de Juillet, mais pas beaucoup de caricatures sur ses usages, beaucoup de tableaux, évidemment, dont certains font partie de notre mémoire collective, voilà, qui sont là aussi, qui ne sont pas un témoignage direct, qui sont un témoignage biaisé, avec des thèmes récurrents. Voilà. Après, il y a plein d'autres sources pour faire cette histoire, mais en tout cas, je pense que je réponds, si j'ai répondu à votre question. Oui. Alors, pardonnez-moi si je n'avais pas compris la question. Monsieur le professeur Zeldin va dire que je suis perdue pour la carrière, pour une deuxième fois. Comment les gens savaient-ils ? Alors, il y a deux façons. Le bal public de l'opéra, il est à la fois connu, annoncé par la presse, parfois par des affiches qui sont de plus en plus abondantes à mesure qu'on avance dans le siècle et de plus en plus ornementées, etc. Donc, il y a des affichages qui avertissent des bals publics. Les bals privés, c'est l'entre-soi. Ce sont les cercles mondains que l'on fréquente et vous recevez ou non une invitation. Si vous ne la recevez pas, vous pouvez batailler pour essayer de l'obtenir, mais c'est à vos risques et périls. Et donc là, il n'y a pas d'annonce collective et publique de ces bals. C'est simplement par interconnaissance. Voilà. J'ai répondu, du coup, à deux questions, une qui ne m'était pas posée, une qui ne m'était posée. Corinne, tu as tout à fait répondu, pas de souci. Juste nous avons le temps pour une autre question. Voilà, une dernière intervention avant la pause. Déjà, merci à toutes les trois pour ces interventions très brillantes et intéressantes, mais par rapport à ce que tu as dit, Corinne, sur l'envers de la fête, je pense que ça m'a fait penser à un morceau que tout le monde connaît, c'est juste pour faire ce lien, c'est au dernier acte de La vie parisienne, l'air de Metella, lorsqu'elle raconte les viveurs à la fin d'une nuit qui, dans le Grand 16, ça commence à minuit quand sonne la fête, etc. Vous connaissez tous cet air qui est une valse très mélancolique. Et à la fin, on a donc les viveurs qui sortent du Grand 16, donc le cabinet le plus chic du café anglais, et ils se retrouvent face aux balayeurs. Et donc il y a cette confrontation entre ce que tu as évoqué, donc le Paris laborieux, le Paris nocturne laborieux, le Paris des viveurs, et puis donc les balayeurs qui crient « Ohé les heureux d'un jour » par rapport à ces viveurs. Donc voilà. Ton propos, si tu avais eu le temps, on aurait pu rajouter cette illustration sonore de la même façon qu'Offenbach est présent dans l'exposition. On aurait pu rajouter. Et ce qui est formidable, c'est que dans La vie parisienne, Offenbach montre ce côté festif et montre aussi l'envers à travers ce morceau. C'était juste pour rajouter ce petit point musical. Merci.